Hola amigos! Dans cette vidéo, on part pour un road trip en moto entre l'Espagne et la France en passant par les Pyrénées. Ça fait déjà un moment que je voulais le faire, surtout depuis que je suis en Espagne, et j'ai pas été déçu. Les paysages sont magnifiques, les routes au top, avec des courbes, des sensations, et on en prend plein la vue. Je vais un peu vous présenter tout ça dans cette vidéo, tout comme certains lieux insolites, mais tout d'abord, on va se pencher un peu sur le mapping. Ici, on peut voir l'itinéraire en détail. Donc, c'est un road trip que j'ai fait en 5 jours, avec 4 jours à rouler et 1 jour de pause, et environ 1200 km au total. Je suis donc parti de Calafell, là où j'habite maintenant en Espagne, près de Tarragone, et je m'y plais plutôt bien d'ailleurs, pour ensuite remonter par les Pyrénées et traverser la frontière française. C'était la journée la plus chargée du road trip, avec environ 6 heures à rouler pour plus ou moins 400 km. En majorité, c'était des routes de montagne, voire des routes de col, et j'avais pas mal préparé ça en amont pour prendre les plus belles routes, départementales, des routes de montagne, et aussi prendre le plus de sensations possible. D'ailleurs, selon moi, c'est le maximum en une journée si on ne veut pas trop se fatiguer, surtout sur ce type de route. L'objectif était donc d'arriver en Ariège chez mon pote Riton. Je tiens d'ailleurs à remercier tous les gens qui m'ont accueilli. Riton, Alice, Alex et Laure, c'était vraiment cool. Et je suis parti au guidon d'une CF Moto 300 NK, un monocylindre. Donc autant vous dire que les 1200 km, c'était pas de tout repos. Mais c'était vraiment fun, la moto s'est très bien comportée, j'ai eu aucun problème avec, et il y en a bien assez pour s'amuser dans les courbes et les routes de montagne. J'avais d'ailleurs fait une vidéo où je présentais la moto. Ici, nous nous trouvons sur un barrage. Il y en a énormément en Espagne. Il y a eu un véritable essor et une construction massive après la guerre civile espagnole, et en particulier sous le régime franquiste. Ça permet d'irriguer le pays, qui est le potager de l'Europe, et également avoir une production électrique. Mais ça tend peu à peu à montrer ses limites. Sans oublier que pour ça, Franco a aussi déplacé des populations, c'est-à-dire qu'il a fait vider des villages qu'il a ensuite inondés, et bon, certaines fois, effectivement, déplacer des populations de force. En ce qui concerne l'équipement, je suis parti vraiment avec les basiques, un peu comme un pèlerin. Comme je venais d'avoir la moto, bon, j'avais pas de support bagage ou top case que j'ai pu installer par la suite. Et donc, je suis parti avec un sac à dos bien rempli. Bon, là-dessus, j'ai pris l'essentiel. Quelque chose qui m'a été aussi très utile pendant le trip, c'est un chargeur solaire portable, afin de recharger la GoPro et surtout le téléphone, pour avoir le GPS et la carte. D'ailleurs, j'ai pu installer un support pour le téléphone avant de partir, ce qui a été très utile, comme ça, bon, j'étais tranquille sur la route. Après, au niveau de l'équipement du motard, bon, les basiques, j'ai pris le blouson de moto, un pantalon spécial, j'ai pris quoi d'autre? Un cache-cou, des gants été et hiver. Et bon, j'avais essayé de jongler un petit peu aussi, ça en fonction de l'altitude et de la chaleur. Parce que comme je suis parti en été, bon, c'est pas le plus compliqué pour s'équiper, mais la chaleur, ça cognait, ouais.
Ici, on peut voir le lac de Bazerka. Franchement, l'endroit rêvé pour une petite pause. Et après avoir passé la frontière, j'ai eu une petite surprise. Comme vous pouvez le voir en image, il a commencé à pleuvoir à torrent. Je m'y attendais pas du tout, et en plus, je n'étais pas vraiment prêt. Après avoir enquillé déjà 4 ou 5 heures de route, et sans avoir vraiment d'équipement contre la pluie, c'était un peu la mission les derniers kilomètres. J'étais congelé, ça montait un peu en altitude, et bon, avec la fatigue, c'était pas de tout repos. J'étais bien content d'arriver chez mon pote, et c'est vrai que c'est toujours important de bien s'équiper pour la pluie si on peut. Là, effectivement, c'est en plein été, bon, je suis parti pour quelques jours, et un peu limité niveau place, donc j'avais pas non plus l'équipement nécessaire, et là on voit dans ces cas-ci que c'est pas trop mal d'avoir de quoi faire. Gracias a Dios, je suis arrivé chez mon pote Riton. Effectivement, j'étais bien content parce que la fin, c'était un peu un calvaire. Et bon, un peu se réchauffer, prendre une bonne douche. Et derrière, chiller avec des amis à lui. On a fait une bouffe, c'était plutôt cool. Et je suis resté une journée pour un peu profiter, bon, rester avec mon pote, un peu visiter parce que l'Ariège, c'est très beau. Et aussi me reposer un petit peu parce que la première journée, c'était du costaud. Bon, je vous avoue, quand je suis parti le matin pour la deuxième journée de trip, je n'étais pas très frais. On se l'est un peu collé avec le Riton. Et ici, vous pouvez voir donc l'itinéraire. Comme on peut le voir, c'était beaucoup moins chargé que la première journée, hein. Il y avait beaucoup moins de kilomètres et ça m'a permis d'un peu plus m'arrêter et visiter des choses. C'est assez important, selon moi, d'alterner entre des journées où on va beaucoup rouler, d'autres où on fait ça de façon un peu plus soft. On prend le temps et comme ça, on peut un peu souffler également.
Étant toujours dans l'Ariège, un petit passage par la ville de Foix. Effectivement, comme c'est une cité médiévale, et moi je suis fan des châteaux et de l'époque médiévale, j'ai fait un petit saut. Je me suis un peu arrêté là-bas, manger, découvrir la ville et me promener. Et d'ailleurs, le château, lui, a plus de 1000 ans, le château de Foix. Et honnêtement, c'est une petite ville bien sympa. Là, je me dirigeais vers le château de Montségur. Ça faisait vraiment très longtemps que je voulais le visiter et j'en ai profité pendant ce trip. Il a vraiment une histoire mais incroyable et en plus de ça, c'est vraiment très impressionnant. Et pour y accéder, c'était pas facile du tout. Il est situé à 1207 mètres d'altitude, donc autant vous dire qu'il était quasi imprenable. Et vraiment, j'ai dû y aller avec l'ensemble de l'équipement, parce que bon, j'avais pas le top case que j'ai pu installer entre-temps malheureusement. Il n'y avait pas d'endroit où laisser tout ça en bas, donc j'ai dû gravir tout ça avec le casque, le sac à dos, le blouson de moto. Autant vous dire que c'était pas facile, même les gens ils sont hallucinés quand ils m'ont vu monter avec tout le barda. Mais bon, ça permettait de se faire un peu une idée de ce que ça pouvait être de prendre le château. Et en arrivant en haut, j'étais content d'avoir été aussi déter. La vue était vraiment magnifique. C'était impressionnant le panorama, tout comme les ruines du château. Et le plus impressionnant, c'est son histoire. C'est un des symboles de la croisade contre les Albigeois. Ça s'est passé au début du XIIIe siècle et durant ce qu'on a appelé le mouvement cathare ou le catharisme. C'est-à-dire que c'était un mouvement qui était différent de l'Église catholique traditionnelle. Et donc, à un moment, le pape et le roi de France de l'époque se sont alliés pour, entre guillemets, endiguer ce mouvement, qui était considéré comme hérétique. Suite au massacre des inquisiteurs d'Avignonnet, et avec la volonté du pape de détruire le mouvement cathare, il va y avoir le siège qui va être lancé sur le château de Montségur, qui sera donc un symbole et vraiment la forteresse à prendre pour les armées donc, du pape et du roi de France, menées par les seigneurs locaux. Et on va avoir un siège qui va durer quasiment un an. Étant donné la situation défensive du château, c'était quasi impossible pour les troupes du roi et du pape de prendre le château d'assaut. Ils ont donc mené un siège et au bout d'un moment, ils ont réussi, grâce à un commando qui est monté sur un petit éperon rocheux, à pouvoir bombarder le château. Et donc, après un an de siège, la population épuisée, affamée, va devoir se rendre. Et donc, sur les 200 personnes qui sont présentes dans la forteresse au moment de sa réédition, quasiment la plupart vont refuser de se convertir, disons, à la doctrine catholique classique et vont renier pour vouloir donc continuer dans le mouvement cathare. Ce qui fera qu'ils devront eux-mêmes construire la forteresse en bois dans laquelle ils seront brûlés vifs, environ 200 personnes. Et il y a une légende selon laquelle des chevaliers auraient réussi à quitter le château avec un trésor. Il y a également un mystère autour du Saint Graal. D'ailleurs, même les nazis et Himmler se sont intéressés à Montségur et ont entrepris des recherches là-bas via le service archéologique de l'ANRB. Mais bon, tout cela, ça reste que des mystères. En revanche, il y a bien 200 personnes qui ont été brûlées vives suite à la capitulation. Ici, on est dans le village de Montségur, qui est en contrebas du château. Vous pouvez d'ailleurs le voir tout à l'heure.
Le soir, je me suis arrêté à Carcassonne. Et bon, j'ai pu profiter un peu de la ville. Je m'étais arrêté dans une auberge jeunesse qui est un ancien couvent. C'était plutôt sympa. Et d'ailleurs, merci à Alice pour l'accueil. Et j'ai pu comme ça aussi un peu découvrir la ville, connaître des gens là-bas. C'était plutôt sympa. Voici ici l'itinéraire que j'ai emprunté le lendemain pour la 3e journée de route. Et j'ai bien sûr commencé par visiter la mythique cité de Carcassonne. C'est l'une des cités médiévales les mieux conservées au monde et la plus grande d'Europe. Elle comptabilise 3 km de remparts et 52 tours, ce qui la rend vraiment unique. Elle est encore même maintenant habitée. Carcassonne existait déjà à l'époque romaine. C'est un castrum qui faisait partie de la province narbonnaise. Elle est ensuite passée entre les mains des Visigoths, des Omeyyades, pour ensuite tomber entre les mains des Carolingiens pendant la période féodale. Au cours du XIXe siècle, la forteresse a d'ailleurs été rénovée par le célèbre architecte Viollet-le-Duc. J'ai ensuite commencé à vraiment prendre des petites routes. C'était super joli, perdu au milieu de nulle part. Et je me suis même arrêté un moment dans, on peut même pas appeler ça un village ou un bourg, il y avait quoi, deux, trois habitations, dont une épicerie artisanale qui faisait également café. Vraiment super sympa, plus les produits vraiment excellents. Et donc je me suis un peu arrêté avant de continuer. Et d'ailleurs après la route ça devenait ouais quand même un peu un peu galère quoi. Ça me rappelait quasi mes heures de motocross. Non mais vraiment il y avait des graviers, enfin des gravillons. Et bon, on pouvait pas aller trop vite, j'ai perdu un petit peu de temps, mais en tout cas, par contre, les paysages et bon, ce coin-là, c'était vraiment magnifique. Hein. Bon, il y avait vraiment pas grand-chose, c'était paumé au milieu de nulle part. Il valait mieux avoir de l'essence dans le réservoir.
Ici, on peut voir un autre château cathare, et l'un des plus impressionnants, celui de Peyre Perthus. Pas facile à dire d'ailleurs au passage. Ah, et toujours bien penser à s'hydrater, embarquer de l'eau avec soi, bon, s'il y a quelque chose à manger au cas où, parce que bon, quand on prend des petites routes comme ça, des fois c'est vrai qu'on peut faire pas mal de kilomètres dans la pampa. Et bon, là j'avais fait le road trip fin juillet, et effectivement entre l'Espagne et la France, ça cognait vraiment fort, hein. Je veux dire même des fois, enfin, je pensais que j'allais mourir sous le casque, hein. Et vraiment penser à bien s'hydrater, faire des pauses et bon, aussi bien planifier la journée de route en fonction de ça, quoi. Pour éviter de trop chauffer également au niveau de la machine et même des équipements, hein, tout ce qui est électronique. Nous voilà en pays catalan français. J'étais rejoint mon pote Alex à Perpignan et on est encore parti pour une virée en moto tous les deux. Ça a fait au final pas mal de kilomètres sur la journée, mais ça valait vraiment le détour. L'endroit est vraiment au top, c'est magnifique et on peut même se baigner, prendre une petite moussette. Ah, vraiment, je conseille. Surtout en moto, c'est génial. Ce sont les gorges de Galamou qu'on peut voir ici en contrebas. C'est d'ailleurs plutôt impressionnant.
Santé, hein. Ah, c'est bizarre. Après cette virée bien sympa, et comme vous avez pu le voir, un saut digne de la 7e compagnie, on est reparti pour Perpignan, commençait quasi à faire nuit. Ça fait une journée bien remplie finalement, une journée de route bien remplie. Et en rentrant, on a un peu de chillé. Et le lendemain, reparti pour l'Espagne, pour la dernière journée de route. Je me suis rendu au fort de Bellegarde, qu'on peut voir depuis l'autoroute à la frontière franco-espagnole. Bon, moi, j'avais évité l'autoroute, j'étais passé par les nationales, départementales, et j'en ai profité pour monter là-haut et un peu visiter le fort. Suite à la guerre de Hollande, Vauban se rend sur place et, compte tenu de la situation stratégique et géographique, décide d'améliorer et d'agrandir les éléments déjà présents pour en faire le fort qu'on connaît aujourd'hui. On peut d'ailleurs voir vraiment tout le style de Vauban au niveau de l'agrandissement. Nous voilà de nouveau en Espagne. Ici, on peut observer le village de Besalú, qui est un des plus beaux de Catalogne. Et d'ailleurs, j'aurais aimé avoir un peu plus de temps pour la dernière journée, pour prendre certaines routes, voir des choses, et même un peu plus filmer. Mais bon, c'était un peu la galère, comme je travaillais le lendemain, un peu fatigué, et un peu à jongler niveau batterie entre le GPS et la GoPro. Mais en tout cas, il y a vraiment des belles choses à voir dans ce coin-là. J'espère pouvoir faire une vidéo assez rapidement également. Et en tout cas, merci d'avoir visionné celle-ci. J'espère que ça vous a plu. Et allez, bonne route et ciao!